Salut à tous, alors nouvelle vidéo très attendue sur les MacBook Pro 13 pouces de 2020. Alors je vous ai déjà fait une petite vidéo comparative entre l'entrée de gamme et le MacBook Air, c'était une énorme question, il y a beaucoup de gens qui hésitaient là autour de 1500 €. Aujourd'hui on va vraiment comparer les trois modèles, c'est pour ça que ça nous a pris un petit peu de temps parce qu'il fallait récupérer toutes les configurations, donc on va vraiment voir si c'est intéressant ou pas de passer sur la version supérieure avec les puces de 10e génération. Vous allez voir dans cette vidéo qu'on a quand même quelques surprises. Alors avant de parler de performance, je vais revenir quand même sur les principales différences entre ces deux modèles. Alors déjà au niveau du clavier, là il n'y a pas de changement, on a tous les deux le clavier nouvelle génération 2020 qui bug plus, on a la touch bar, on a la même webcam, donc pas de jaloux à ce niveau. Par contre on a quand même 2 fois plus de ports sur le haut de gamme et ça c'est pas rien si vous faites beaucoup de montage, de musique, ou vous branchez plein d'écrans externes, des docks, etc. Vous êtes vraiment vite plein avec cette version d'entrée de gamme. Donc ici moi je dirais que c'est plutôt pour un usage un peu plus mobile, ici un petit peu plus sédentaire, voilà, vous voulez mettre des GPU externes, des souris et tout, c'est quand même beaucoup plus adapté. Alors en termes d'écran on n'a pas tellement de différence, on peut brancher sur les deux écrans 4K ou un écran 5K, mais sur le haut de gamme on peut brancher l'écran XDR d'Apple 6K, voilà, nativement, ça c'est une des grosses nouveautés sur la 10e génération de processeurs Intel. Alors une autre différence aussi en termes de ventilation sur le haut de gamme, on a 2 ventilateurs, regardez, par rapport à l'entrée de gamme qu'on a qu'un. Alors moi j'ai pas vu tellement de différence en termes de bruit, en termes d'efficacité de refroidissement, mais on peut se dire quand même que potentiellement, voilà, sur la durée, d'avoir 2 ventilateurs, c'est un petit peu plus efficace. Et puis dernier point aussi, qui est pas négligeable si vous écoutez un petit peu de musique, vous regardez des films avec ces machines, sur le haut de gamme, on a des haut-parleurs de meilleure qualité, on a un mini caisson de basse, regardez ici sur l'image. D'ailleurs, je vous ai fait un petit comparatif. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop be doo. Bon, maintenant on va passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est évidemment la partie processeur, c'est vraiment ce qui change cette année. Alors pas sur l'entrée de gamme, je vous l'ai dit, on reste en 14 nanomètres avec une puce de 15 watts. Alors on a une coque quand même un petit peu plus épaisse, c'est pour ça qu'on a refait nos tests, on s'est dit bah tiens, il peut être peut-être un petit peu mieux refroidi, mais bon, ce qui nous intéresse c'est quand même le haut de gamme, les Core i5, i7 de 10e génération, avec une enveloppe thermique un peu plus élevée, 28 watts, et puis surtout gravé à 10 nanomètres, alors on se dit c'est quand même cool, une finesse de gravure, voilà, un petit peu plus fine, on a la conso en baisse, on va pouvoir faire augmenter les fréquences. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Regardez, on commence qu'à 2 GHz contre 2,4 avant. Même le turbo, là, on était à 4,7 GHz au maximum. Là, on est à 4,1. Et c'est même assez aberrant puisqu'on se dit, tiens, le Core i5, la nouvelle génération, il a un turbo plus faible que notre version d'entrée de gamme. Donc voilà, moi, je m'attendais vraiment au grand soir. Et finalement, on a des fréquences en baisse. Donc c'est assez étonnant de changer de génération et de se dire, tiens, on n'a pas gagné sur la partie fréquence. Donc on va le voir juste après, effectivement, si on a des surprises à ce niveau ou pas. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu décevant là sur la partie purement processeur. On commence avec Geekbench, Cinebench, ça c'est des tests très théoriques que vous allez retrouver sur YouTube, ce qui sont faciles à faire, mais ça vous donne qu'un ordre d'idée. Voilà, c'est pas des tests en conditions réelles, mais là en tout cas, on peut voir que nos 2 Core i5, bah, ils sont un peu au touche-touche, très franchement, c'est un peu décevant de se dire voilà, de payer un supplément aussi élevé pour avoir des puces qui finalement offrent à peu près le même score. Alors on voit quand même que le Core i7, là, le haut de gamme, se détache un petit peu plus nettement, ce qui est quand même un peu plus réjouissant. Mais par contre, si je vous rajoute les modèles 2018-2019, voilà, 2018 c'était l'arrivée du quad-core sur le 13 pouces, bah, vous voyez que finalement on gagne pas tellement grand chose, tout se joue dans un petit mouchoir de poche. Donc voilà, moi je m'attendais au grand soir sur la partie CPU et c'est pas du tout le cas, on est toujours sur les mêmes architectures et sur les mêmes perfs, malgré les finesses de gravure. Donc pour l'instant, du moins sur ces tests un peu théoriques, c'est quand même assez décevant. Alors premier test sur la partie purement CPU avec Logic Pro, donc un logiciel musical d'Apple. Et là, alors déjà première grosse déception, on voit que l'entrée de gamme, la version i5 1,4 GHz est plus rapide, on lance 10 pistes de plus que notre Core i5 de nouvelle génération, ce qui est quand même assez aberrant, mais bon, pas tant aberrant puisque vous voyez que le turbo en entrée de gamme est un petit peu plus élevé, que ici le test est particulier, on demande un peu au processeur de faire le yo-yo entre les basses et les hautes fréquences, et là c'est vrai que l'entrée de gamme s'en tire un peu mieux. Alors je vous ai mis le i7 qui est quand même devant, heureusement, mais pas de beaucoup, on gagne pas 10 pistes, on gagne que quelques pistes. Je vous ai mis aussi les modèles 2018, 2019, vous voyez qu'on est vraiment dans le même trend, donc voilà, pas en fait d'amélioration du tout cette année, vraiment, et même le contraire puisqu'on a perdu en fréquence. Là on voit qu'on perd des pistes dans Logic, donc c'est quand même un peu une déception. Moi je m'attendais vraiment à des progrès sur la partie processeur et c'est pas du tout le cas. Alors au test sur la partie CPU, j'ai testé Vue, donc qui est un logiciel de rendu 3D qui tire énormément sur le CPU. Et alors là vraiment il n'y a pas de baisse de fréquence, il faut vraiment maintenir son turbo. Et là vous voyez, même chose, l'entrée de gamme arrive à mieux maintenir son turbo autour des 3 GHz contre 2,9 sur notre nouveau modèle à 2 GHz. Donc ça se joue à pas grand chose, mais là on a quand même 600 € d'écart entre les deux. Donc on trouve ça un petit peu injuste quand même de ne pas avoir de gain de performance.
On a le i7 là qui se démarque beaucoup mieux hein, quand on demande vraiment de maintenir le turbo. Ici avec l'hyper threading et tout, je pense que ça bosse quand même beaucoup mieux. Le refroidissement est peut-être un petit peu meilleur aussi. En tout cas, c'est vrai que si vous voulez un vrai gap de performance cette année, il vaut mieux tabler ici sur le nouveau i7. Alors maintenant on passe sur la partie graphique hein, cette année. C'est vrai que les promesses étaient surtout là. Intel nous a dit voilà, on va gagner jusqu'à 80% de performance. Vous voyez qu'on gagne plus d'unités de calcul, hein, on passe de 48 à 64. Alors 48 à 64 ça fait plutôt 30-40% de perf en plus, mais voilà, il y a eu des optimisations aussi, donc on verra effectivement si c'est le cas. En tout cas dans les tests synthétiques là qu'on a fait sous Luxmark, sous Geekbench avec Metal, OpenCL, on voit qu'on est entre voilà, les 30 et les 80% promis, donc on voit qu'il y a quand même du potentiel, mais ces tests restent évidemment très théoriques, hein. Il faut que les applications tirent parti, mais c'est vrai que voilà, la grosse nouveauté cette année, elle est vraiment plutôt sur la partie GPU. Alors les tests les plus exigeants hein, pour voir si la partie graphique a vraiment progressé, c'est évidemment les jeux, puisqu'ils sont très gourmands sur la partie GPU. Donc là je vous ai lancé par exemple la série des Tomb Raider, alors il y en a depuis 2012 hein, jusqu'à cette année, et vous voyez qu'on est plutôt autour de 20-30% de gains, donc ce qui est quand même pas mal, mais on n'est pas non plus dans les 80% promis. Alors ça s'améliore un petit peu avec Dirt Rally, vous voyez, ici on gagne quand même 20 FPS en moyenne, ça c'est assez énorme hein, d'une génération sur l'autre, mais je dirais que c'est toujours assez insuffisant hein, finalement dans un jeu, on veut pas être à 30 FPS, on veut être à 60, et là c'est vrai qu'à part les vieux jeux, c'est quand même difficile de jouer confortablement. Si vous regardez par exemple par rapport à un 16 pouces qui a une carte graphique vraiment dédiée de dernière génération, on est quand même 2 à 3 fois plus rapide hein, sur ces machines, donc si vous voulez vraiment faire de la 3D ou du jeu, c'est clair qu'il vaut mieux tabler sur ce genre de machine. Alors j'ai quand même fait un petit test avec Total War, qui est en fait le jeu qu'Apple utilise hein, pour avoir ces fameux 80% supplémentaires, et effectivement vous voyez qu'on passe de 12 à 22 FPS, donc il y a quand même du potentiel hein, si les éditeurs veulent vraiment tirer parti de cette nouvelle partie graphique, mais c'est vrai qu'on reste quand même sur un circuit intégré, donc faut pas non plus s'attendre à des miracles. Alors je vous ai fait des tests maintenant sur des logiciels un petit peu plus pro qui utilisent à la fois le CPU et le GPU. Alors déjà sous Resolve, alors là c'est très optimisé GPU, c'est pour ça qu'on a des différences énormes quand même entre les CPU de 8e et de 10e génération. Vous voyez qu'ici on est quand même capable de prendre en charge cette nouvelle partie graphique, surtout là sur ces effets grains de film hein, qui nécessitent beaucoup plus de puissance de calcul. Donc là on voit que les unités supplémentaires sont assez efficaces. Alors sous Final Cut Pro, qui lui est quand même toujours très optimisé CPU, hein, le GPU est utilisé mais un petit peu moins que sous Resolve, et là on voit un étagement un petit peu plus classique. On voit que le Core i7 prend aussi nettement plus d'avance, et puis regardez, ici, je vous ai mis quand même un test avec les processeurs donc, de 2018 et de 2019 qui arrivent à être plus rapides là sur certains tests dans Final Cut Pro, sur certains effets. J'étais vraiment surpris de voir ça, mais je pense que c'est lié au turbo. Effectivement, Final Cut est très gourmand sur la partie CPU. Et là, on se retrouve avec des puces de 10e génération. Malgré la partie graphique plus rapide, ça compense pas ce qu'on a perdu sur le turbo sur la partie CPU. Donc vous voyez vraiment cette année, il y a à boire et à manger. Et je dirais que c'est quand même pas le grand soir qu'on nous avait promis, quoi. Alors un petit mot sur le stockage aussi, c'est vrai qu'entre l'entrée de gamme, où ici on plafonne à 2 Tera, on peut monter jusqu'à 4 Tera sur l'autre gamme. Donc ça, si vous faites du montage et tout, c'est quand même assez cool, d'autant qu'Apple a quand même pas mal baissé les prix. Et puis sur les débits, regardez ici, là, on monte quand même jusqu'à voilà, 2,6 gigaoctets secondes hein, sur la version 1 Teraoctet, sachant que plus on a des capacités élevées en général, plus on a des débits élevés. Donc c'est vrai que si vous hésitez voilà, entre les deux modèles, ça peut être aussi un facteur. Bon, on reste quand même sur des débits extrêmement élevés, à moins de faire du montage vraiment très spécifique en RAW, 8K et tout, vous n'allez pas voir forcément la différence. Mais voilà, faut le savoir, entre les deux modèles, il y a quand même un petit écart de performance. Alors un petit mot sur l'autonomie qui, vous le voyez, est quand même assez comparable entre nos trois modèles. Il n'y a pas de grosse différence hein, entre l'entrée de gamme et le haut de gamme, même si ici on a soi-disant un processeur qui consomme un peu moins, mais je pense sur le haut de gamme maintenant, comme on a des processeurs qui sont gravés un peu plus finement, ils sont un petit peu plus efficients aussi. En tout cas dans les tests là qu'on a fait, on n'a pas vu de gap vraiment entre les différents modèles. Et puis ce qu'il faut retenir aussi, c'est que effectivement ce sont des machines qui se recharge au moins une fois par jour, hein. Ça tient une demi-journée, pas vraiment la journée en entier, sauf si vous baissez vraiment la luminosité, que vous faites voilà, du traitement de texte et tout, mais c'est pas vraiment adapté à ce genre de bécane. Mais sinon ça tient vraiment 2-3 heures maximum si vous faites du montage par exemple très intensif. Donc voilà, ce sont des machines qui ont une bonne autonomie, mais ça dépend quand même beaucoup de ce que vous faites dessus. Bon, alors il est temps de conclure. Déjà, est-ce qu'on a une bonne gamme de MacBook Pro 13 pouces cette année? La réponse est oui. Pour moi, vous pouvez vraiment acheter les yeux fermés. La différence, elle se fait vraiment sur l'entrée de gamme et le haut de gamme. Déjà, sur l'entrée de gamme, je pense moi qu'ils ont bien fait de garder cette 8e génération. On a vraiment un très bon processeur ici. On a une bécane qui est très performante, qui n'a que 2 ports Thunderbolt, donc plutôt taillé pour la mobilité. Voilà, si vous avez besoin de faire du montage vidéo, de la musique, de la programmation un peu avancée, mais que vous êtes souvent en vadrouille,
Je pense que c'est vraiment la machine qu'il vous faut, alors que si vous avez besoin de beaucoup plus de performance, par exemple de brancher un GPU externe, de brancher plein d'écrans, des SSD, de faire du montage un petit peu plus costaud, là il vaut mieux quand même aller tabler sur cette version qui a aussi des meilleures performances graphiques, un meilleur son, on l'a vu, on est quand même dans un autre monde, même si le tarif est plus cher, mais pas tant que ça. Si vous regardez par exemple un équivalent 16 Go, 512 Go, on sait que 300 € de plus, donc vous voyez que ça peut valoir quand même le coup avec les deux ports supplémentaires, la partie graphique quand même plus performante. Alors évidemment ici, si vous le gavez en option, vous êtes aussi rapidement dans des tarifs assez élevés, hein, puisque si vous mettez le Core i7 1 Teraoctet, vous êtes à 2500 €. Là c'est le prix des MacBook Pro 16 pouces. Vous voyez que même sur le Refurb on arrive à avoir à 2200 € un 16 pouces Exacer avec la 5300, donc vraiment en termes de perf CPU GPU on est quand même dans un autre monde avec le 16 pouces, donc attention à pas vous tromper de machine dans l'autre sens aussi, hein, à pas trop booster le 13 pouces et puis finalement avoir une machine qui est beaucoup moins puissante qu'un 16 pouces. Et puis dernier point aussi, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que ça vaut le coup de prendre des 2018-2019 sur le Refurb. Alors je dirais, on l'a vu en termes de perf, effectivement, on a quand même des machines qui sont tout à fait capables, hein, sur les années précédentes, mais c'est vrai aussi qu'il y a toujours ce risque du clavier. Moi, j'ai du mal à vous conseiller quand même ce clavier où potentiellement il peut se bloquer, ça peut coûter quand même très cher, hein, si vous êtes au-delà des 4 ans de garantie qu'offre Apple. Mais bon, c'est vrai que si vous n'avez pas trop le budget, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre effectivement que cette génération-là arrive sur le Refurb, ce qui sera sûrement le cas d'ici 3 ou 6 mois à peu près. Voilà les amis, j'espère avoir répondu à toutes vos questions donc sur ces nouveaux MacBook Pro 13 pouces. Bien sûr, je vous ferai un petit test écrit un peu plus complet avec plein de graphiques pour ceux qui le souhaitent dans les prochains jours. Si vous avez encore des questions, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude dans les commentaires. Je vous rappelle aussi que si vous voulez soutenir la chaîne, hein, il y a un petit abonnement VIP qui est vraiment pas très cher, donc qui soutient toute notre indépendance si vous aimez évidemment ce qu'on fait. Donc n'hésitez pas à télécharger aussi nos applications mobiles puisqu'on a plein de bons plans et puis bien sûr de l'actualité toute l'année, hein, sur Mac Forever. En tout cas, si vous avez aimé, on like, on s'abonne à la chaîne et puis nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Aside from my soul.